Nature et Connexion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nature et Connexion. Aujourd'hui, je reçois Hervé Brugnot. Bonjour Hervé. Bonjour. Bonjour Hervé, tu es éducateur à l'environnement. Tu as créé une chaîne YouTube qui s'appelle Le Chemin des Cinq Pierres où tu partages pas mal de contenu autour de la nature, de l'animation en nature, de l'éco-psychologie, de l'éco-pédagogie, du transhumanisme. Voilà, tellement de Ouais. sujets dont on va parler. On ne pourra pas parler malheureusement de tout ce que tu partages, mais on va essayer d'aller chercher le maximum. Est-ce que tu pourrais déjà pour commencer te présenter brièvement et nous expliquer un peu ton parcours pour arriver à devenir éducateur à l'environnement? Alors, mon parcours. Alors moi, j'ai plutôt une formation artistique à la base, hein. Je suis parti aux Beaux-Arts un moment, et ce qui m'a connecté à la nature, c'est d'aller passer des week-ends à dessiner les oiseaux, les animaux, les plantes, et tout ça. C'est comme Ouais. ça que j'ai acquis des compétences naturalistes. Mais je me voyais pas à l'intérieur à dessiner. Je regardais toujours dehors. Je passais mes week-ends dehors. Donc, j'ai fait une formation, à l'époque, ça s'appelait un BATEP, c'est l'ancêtre du BPGEPS, pour être animateur nature. Donc, je suis devenu animateur nature, avec des interventions avec les écoles, dans la forêt, et puis petit à petit formateur, et aujourd'hui, je suis surtout indépendant, où j'interviens un petit peu dans pas mal de régions pour proposer des approches plutôt dans le sensible. D'accord. Donc tu viens former aussi les gens, quoi, Oui, oui, plus c'est que surtout d'animer. ça. Ouais, ouais. Encore un peu quelques enfants, mais pour montrer un petit peu des exemples de pédagogie. D'accord, ouais. Et tu as créé cette chaîne YouTube, Chemin des Cinq Pierres. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que c'est cette chaîne et pourquoi est-ce que t'as voulu créer ça? Ah, c'est l'envie de partager. Hmm. Bah, si je fais ce métier, c'est parce que j'ai envie de partager la connexion à la nature. Et puis, j'ai envie que ça se diffuse de façon plus large. J'ai des personnes qui me demandaient un petit peu ce que je faisais. Il y a des choses un peu théoriques, donc je les ai mis sur la chaîne sous forme de PowerPoint. Et puis après, j'ai surtout fait chaque semaine, c'est ce que j'appelle trucs et astuces du dehors. Les petites choses qu'on peut faire dans la nature, pratiquement les mains vides. C'est-à-dire un sifflet, un tour de magie, euh, une connexion avec un animal. Et c'est des petits tutos de 3 minutes, un peu ambiance le grand-père qui nous racontait ces choses-là qu'on a perdues de rapport à la nature. Et je me suis dit, oh, j'en ferais bien une collection parce que c'est quelque chose de sympa, que les animateurs, ils sont friands de ces choses-là pour après les mettre dans leurs animations, mais aussi les parents, c'est aussi les enseignants qui suivent quelquefois cette chaîne et qui proposent aux enfants ces, ces connexions avec les plantes, avec les animaux, avec les éléments. D'accord. Voilà, en quelques mots. Ouais. Et justement, si on en revient à cette animation dehors sans matériel, pourquoi ça c'est intéressant, tu penses, de pouvoir animer sans aucun matériel et qu'est-ce Mm. que ça change en fait pour l'animateur? Parce que je pense que quand on débute, on aime bien avoir plein de choses préparées, avoir plein de choses dans son sac au On est cas où. même formé pour ça, hein. Oui, Et moi, c'est ça. je forme aussi à ça. Alors, je vais dire, avoir un matériel minimum. Je vais pas obligatoirement dire aux animateurs qui débutent, allez-y les mains vides. Oui. Le matériel, ça rassure, ça aide un peu à construire ce qu'on fait, mais c'est aussi ne pas être que sur le matériel. Parce qu'en fait, si on est sur du matériel pédagogique, on n'est pas en lien avec ce qui nous entoure. On va sortir des fiches d'oiseaux, des jeux dans la forêt, mais on pourrait autant le faire en salle, et ça, c'est vraiment dommage. Et Hmm. moi, j'ai vu que plus je réduisais mon matériel avec le temps, plus je regardais ce qui m'entourait et je reliais les enfants, les adultes avec le chant d'oiseaux, avec l'insecte qui était là, la fleur. Et là, j'observe et je ressens plus ce qui m'entoure. Et après, même en termes de matériel, c'est pas vraiment sans matériel, parce que des fois, il y a du matériel, mais c'est la nature elle-même. C'est une feuille, c'est de la terre, c'est des cailloux. C'est comme ces jeux qu'on faisait autrefois avec quelques bâtons, quelques cailloux. C'est revenir à la simplicité, en fait. C'est ça l'idée. Et c'est sortir des fiches pédagogiques. Si les oiseaux sont là, c'est dommage d'utiliser un jeu sur les oiseaux qui empêche de se connecter aux oiseaux qui sont là. Voilà, c'est dans cette dérive-là, on pourrait dire. Mais je propose souvent aux animateurs,
un sac minimum, mais surtout de se relier en direct avec ce qui nous entoure. Oui, c'est ça. Voilà, Parfois, ça l'idée. un peu trop de matériel, ça peut nous priver en fait de ce qui se passe directement, quoi. De... Oui, mais c'est comme avec l'idée, souvent, quand on a un appareil photo, quand il se passe quelque chose, on est toujours derrière son appareil photo, et l'appareil photo, il fait écran. Et au bout d'un moment, on loupe quelque part l'événement. On n'est plus vraiment en relation parce qu'il y a cet appareil photo, on prend plein de photos, mais on n'est pas en lien aux gens, on peut pas vraiment se connecter. Donc voilà, c'est un peu ça symboliquement, cette idée-là. C'est toucher, c'est sentir, c'est regarder. Notre matériel, c'est notre corps, quelque part. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Et ça fait partie aussi, enfin, ça stimule aussi la créativité, en fait, Oui, d'imaginer qu'est-ce que je peux faire sans matériel, qu'est-ce que j'ai autour de moi. Et voilà. Ben, un exemple concret, j'aime bien quelquefois dans des animations sensorielles faire sentir les choses. On fait des petits jeux, on va essayer de découvrir toutes les odeurs qu'il y a dans la forêt. Donc on va froisser des petites feuilles, sentir un champignon, une mousse. Et pour faire ce petit mélange d'odeurs, parce qu'on mélange toutes ces odeurs, j'avais des petits gobelets en plastique où on mélangeait dedans. Et puis ben, des fois ça sent un peu le plastique, puis c'est un matériau artificiel. mhm. À un moment, je me suis dit, bon, on pourrait prendre une feuille, une grande feuille, comme une feuille d'érable, la mettre en forme de boîte, avec un petit bout de bois, faire une sorte de forme d'agrafe, et ça fait une petite boîte. Et c'est beaucoup plus sympa de faire son petit mélange d'odeurs avec cette feuille qu'on a dans la nature, que la nature nous a offert, que de venir avec ces boîtes en plastique. Donc, dès que je peux, s'il y a des petites choses à avoir pratiques, le faire avec la nature, ça sera dans ce lien-là. La nature devient une sorte de partenaire dans l'animation. Oui, c'est ça. Et puis ça apprend encore quelque chose de plus profond, puisqu'on vient pas juste avec notre petit gobelet en plastique, mais on fabrique un récipient avec une Voilà. feuille. Et il Alors y a un petit savoir-faire qui va être là aussi. ouais, pour les enfants, c'est un peu magique, hein. Moi, j'ai déjà Voilà. fabriqué des petits paniers comme ça, justement en feuilles d'érable pour mettre les Oui, murs. On était ramasser les murs. voilà, Ils c'est sont dans tout cette contents idée. avec leur petit panier. C'est magique pour eux, c'est Ouais, magique. ouais. Et effectivement, et un autre point important, c'est que si on fait ça avec des enfants, il y a la simplicité, et quand ils rentrent chez eux, ils peuvent retourner dans la forêt en se disant, je vais refaire la même chose. Tandis que si on a plein de matériel technique complexe, ils disent, ben voilà, j'ai vécu quelque chose, mais sans ce matériel, je ne peux pas refaire. Donc là, ça devient, c'est réutilisable pour eux, et ils vont continuer, et ça va démultiplier notre intervention parce qu'ils vont le faire eux-mêmes, ils vont retourner dans la forêt. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Et quand on parle de créativité, je sais que sur ta chaîne, tu parles aussi pas mal de cette créativité. Pour toi, en quoi c'est important et en quoi on en manque peut-être à C'est l'heure même, actuelle? J'ai l'impression qu'on est dans un monde assez, voilà, où la créativité, c'est censé être juste un hobby et puis, ouais, c'est ça. ou alors les gens voient souvent la créativité comme savoir peindre ou dessiner et alors ils sont un peu paniqués en disant, bah, moi, je suis pas créatif. Mais voilà, moi j'ai l'intuition qu'on est on est tous créatifs, on a tous quelque chose à créer Mm. et comment s'y reconnecter et pourquoi c'est important selon toi? Mais c'est même essentiel. Globalement, la créativité, c'est ce qui fait qu'on va résoudre des problèmes, qu'on va avancer dans la vie, qu'on va s'adapter à un environnement mouvant et changeant. Et aujourd'hui, dans notre situation, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de changements et, et c'est une compétence essentielle parce que changement climatique, pollution, même pour nous modernes, si on n'est pas créatif, ça va être compliqué. Hein. On a beau avoir des technologies où on croit on va sauver le monde avec nos technologies, la créativité, l'adaptation, la nature, elle est créative. Et c'est un principe naturel, en fait. Si on regarde bien, un animal, si son environnement change, il doit être créatif quelque part pour s'adapter et être en équilibre avec son écosystème. Et c'est comme ça qu'on a la biodiversité, qu'on a toutes ces différences parce que c'est de la créativité. Donc, je dirais que nous modernes, on doit être créatifs, sinon on peut même disparaître. Euh, et personnellement, si on revient à un plan individuel, eh ben, c'est développer ce potentiel aussi. Et je dirais même que la créativité, on l'a tous depuis l'enfance, depuis tout petit, et que ça a été réduit par des apprentissages de techniques qu'on doit apprendre par cœur. Et on a un petit peu effacé cette créativité. Et des fois, des personnes disent, moi, je suis pas créatif, mais c'est une croyance.
C'est parce qu'ils l'ont pas développé, tout simplement. Donc voilà, au niveau global, pour s'adapter à tous ces changements qui vont arriver, et aussi au niveau personnel pour sa vie et dans son métier, la créativité est partout. C'est comment on s'adapte à chaque situation qui est problématique. Mmh. Merci. Et dans une animation, dans une activité, comment tu viens stimuler, justement cette créativité? Parce que souvent, on vient proposer des choses, voilà, des choses toutes faites aux enfants ou Oui. voilà, aux adultes, mais comment est-ce qu'on vient, stimuler cette créativité dans ce qu'on propose ou peut-être de Alors le premier chose, ça paraît paradoxal, mais ça serait de rien proposer. En fait, mmh c'est des jeux libres. mmh. C'est le temps quand j'emmène des enfants dans la forêt, par exemple, c'est créer ces espaces de liberté où on a peut-être vécu des activités, je leur proposé des jeux pour éveiller les sens, et à un moment, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Et là, c'est là que la créativité se développe. Parce que des fois, il y a un peu d'ennui. Ceux qui n'ont pas l'habitude, ils sont là, oh, je m'ennuie un peu. Mais derrière cet ennui, il se passe quelque chose. Ils commencent à gratouiller, à construire une cabane, à, à jouer avec une feuille. Et ensemble, en équipe, ils font des jeux. Et là, ça se déploie. Et parce qu'au début, oui, ils n'ont pas l'habitude. Mais c'est dans cet espace de liberté. Et sinon, ça peut être dans des activités où il y a toujours cette liberté. Pour moi, j'ai parlé de la cabane, faire des cabanes, bah oui, mais comment on la fabrique, on est ensemble, on communique pour la faire ensemble, quelle solution on trouve si on n'a pas de ficelle, si on n'a pas de clous, il faut faire autrement avec la nature. Et puis là, les enfants vont s'inventer des histoires, vont développer leur imaginaire. Donc voilà, la créativité, c'est dans ces espaces-là que ça peut se développer. Et la nature, c'est un lieu magnifique pour cette créativité parce Mmh. qu'il y a tout. Il y a une diversité de formes, de couleurs, de textures. Et ben, le potentiel est immense. Quand on voit déjà des enfants euh, avec des petits objets, comment ils ont sous la main, comment ils jouent déjà pas grand-chose, ou avec le carton ou le paquet cadeau qu'on leur a offert plus que des fois avec le cadeau tout fait. Donc, faut imaginer, dès qu'ils sentent cette liberté, les bouts de bois, les feuilles, mais ils font 10 000 mondes différents, quoi. Et Ouais, c'est c'est cette ça. matière qui offre la créativité. C'est ce rapport à la nature, puis ces imprévus. Parce que c'est jamais pareil. Des fois, c'est humide, des fois, c'est sec, il y a du soleil, il y a du vent. Et ils doivent continuellement s'adapter à tous ces imprévus, tous ces paramètres. Et ça dynamise cette créativité. Oui, c'est ça, c'est pas un environnement stable et puis c'est aussi un environnement où il y a pas d'attente, pas de jugement comparé à voilà, à ce qu'ils vivent en temps normal. Comme tu disais, ben, cette place à la créativité, c'est au jeu libre, mais c'est vrai que dans notre système, scolaire, laisser des temps libres aux enfants, c'est quand même très rare. Il y a encore quelque chose à changer de ce point de vue-là puisqu'on attend d'eux quelque chose à chaque moment tous ensemble au même moment, alors que ben, un enfant n'est pas forcément l'autre et ne va pas développer les mêmes capacités au même moment. Donc, C'est ça, ils alors sont tous différents. ça ne permet Et- pas justement de développer cette créativité de chaque enfant si on leur demande toujours la même chose. Enfin, on leur Oui, demande avec un quelque chose. processus, une façon de faire bien définie à laquelle on pense. Oui, On dit non, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Des fois, ils trouvent une solution, mais oui, autrement. Et des fois, c'est même cet autrement qui est intéressant. Bon, on va les frustrer en disant non, non, c'est pas ça. C'est comme ça que je veux que tu arrives à cette solution. Et en fait, ça, c'est notre technique, c'est notre façon d'être, mais ils ont le droit d'avoir une pensée divergente, comme on dit, pour passer sur ces chemins de traverse. C'est là que se développent toutes ces capacités. oui, c'est ça. C'est là qu'on voit l'importance de tout doucement, de ce qui se passe maintenant de plus en plus de l'école du dehors, de ces profs qui commencent à sortir et à laisser les enfants justement dans ces espaces de nature, de liberté et de créativité. On voit des enfants se transformer, hein, des enfants qui étaient timides, qui s'ouvrent dans la forêt, qui se déploient. Et Mhm. là, le rapport, il commence à grimper un peu sur des troncs d'arbres, il commence à fouiller, à toucher des feuilles, à avoir des petites bêtes. Et c'est la relation aux autres. Ils font des choses ensemble aussi, la créativité. Je dirais, c'est aussi de la co-créativité. Apprendre à faire ensemble. Faut être créatif pour travailler ensemble. Faut être créatif pour comprendre l'autre, quoi. Oui, oui, c'est ça. C'est vrai que quand on se dit dans un groupe classe, ils ont chacun leur banc, ils ont chacun leurs ciseaux, leur colle, et ils n'ont pas besoin de se parler pour faire
même leur bricolage, alors que là, dans la forêt, ben, si on veut déplacer un gros morceau de bois, ben, il Ouais, t'as faut, plusieurs de fois. ouais, c'est ça, il faut s'associer, et puis il faut se mettre d'accord, parce que s'il y en a qui veut mettre ce bois-là, là, dans la cabane, et l'autre n'est pas d'accord, ben, il faut négocier. C'est Il y a pas ça. mal de, il y a pas mal de choses de capacités qui se développent, en fait, d'être dans la forêt comme ça, en moment libre. Ouais. Mhm. Et pour en revenir à ta chaîne, le chemin des cinq pierres, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est ce chemin des cinq pierres? Pourquoi tu as appelé la chaîne comme ça et qu'est-ce que c'est ce C'est concept? Saint-Clair, c'est un processus. Mm. Alors, ça m'est venu dans la forêt, hein, l'idée quand même des cinq pierres. J'étais avec des animateurs, des formateurs qui faisaient l'école du dehors. Et puis, on parlait un petit peu de toutes ces choses-là. Ils me posaient pas mal de questions. Puis c'était vraiment le problème de, oui, mais on peut connecter à la belle nature, mais il y a aussi des problèmes. Est-ce qu'il faut emmener les enfants dans la belle nature pour le plaisir du vivant seulement, ou est-ce qu'il faut leur parler des problèmes? C'est quoi qui est important? Mm. Et puis là, pour expliquer ça, on était assis sur des rondins, il y avait des pierres au sol, et j'ai clarifié ça avec des pierres, le processus. C'est-à-dire que Mm. j'ai pris une pierre blanche en disant, ça c'est la connexion au sol, à notre territoire, c'est important d'être relié. Et après, il va y avoir des problèmes. Donc j'ai pris une pierre sombre, j'ai dit, voilà, il y aura des problématiques qui vont nous empêcher d'avancer. Donc enfin, il faudra aller au-delà. Et du coup, ça s'est éclairé, le processus que j'avais en concept dans la tête, je l'ai symbolisé par ces pierres, j'ai trouvé ça sympa. En tout cas, pour eux, c'était très clair. Donc, je l'ai retravaillé pendant quelques années et ça nous donne un chemin qui nous permet d'identifier les problématiques et à chacun de trouver son pouvoir d'agir à son Mm. niveau, avec ses compétences, et en trouvant son talent. Donc, je peux dire en quelques mots ce que veut dire chaque pierre. Euh, donc, j'ai commencé à le faire, mais on s'appuie sur, ça peut être notre enfance et notre rapport aux autres, aux vivants, à nous-mêmes, qui est la pierre blanche. Il faut qu'elle soit bien appuyée au sol. Hein. Si on est sur du sable, il faut un territoire, enfin un espace de vie, à peu près serein. Mais des problèmes vont arriver, des problèmes extérieurs ou des problèmes intérieurs. C'est la pierre noire. Et pour passer au-delà de cette pierre noire, faut, faut prendre conscience de ses émotions, mais pour aller au-delà, faut penser autrement, faut aller s'inspirer autrement. Donc, c'est une pierre jaune. Cette pierre jaune va nous permettre de, d'aller au-delà, de sortir de cette ombre, parce qu'on va s'inspirer, parce qu'on va faire autrement. Et après, ça nous permet de passer à l'action qui sera la pierre rouge, et agir autrement qu'au début. Euh, et souvent, on s'arrête à la pierre rouge, parce qu'on pense que l'action, c'est le bout du chemin. Tous dans notre société, on agit, on fait plein de choses, à droite, à gauche, et au bout d'un moment même, on a beaucoup de personnes ceux qui sont sur la protection de la nature ou l'éducation de l'environnement, ont même des burn-out, parce que, Mm. il y a tellement de problèmes qu'on agit, on agit, puis on se fatigue. Donc Ouais. déjà, c'est prendre conscience que c'est pas la fin du chemin. Il y a ce que j'appelle la pierre translucide, où on prend c'est plutôt la pierre de la vision. C'est une vision globale et systémique. On fait circuler cette énergie dans les différentes pierres et on revient à avoir bien conscience de tout ça et à des moments se poser, se recentrer, se rééquilibrer pour après revenir à la pierre de connexion, retourner sur le terrain, revivre des relations fortes Mhm. pour pas rester dans les problèmes. Après, on reconscientise les problèmes, on s'inspire autrement. Et quand je dis s'inspirer autrement, c'est dans le partage, c'est dans l'introspection. Et c'est aussi, moi, je parle beaucoup des peuples racines. C'est-à-dire que les peuples racines vont nous inspirer sur un autre rapport au monde. Euh, et ça peut nous enrichir et nous permettre d'agir autrement. Voilà quelques exemples de ces étapes. Et je m'inspire pas mal du travail de Jung, un psychanalyste, Carl Gustav Jung, hein, qui parle de l'individuation. Ça rappelle aussi le chemin du héros, hein, dans les histoires. Le héros, souvent, en connexion, tout va bien. Puis après, il y a des problèmes, mais il veut pas les résoudre les problèmes, hein. Il est dans le déni. Et puis il passe l'ombre, et puis après, il faut qu'il trouve son pouvoir d'agir. Souvent, il y a un symbole, un objet magique
que quelqu'un d'extérieur va lui donner pour qu'il puisse résoudre les problèmes. Et puis après, ben, il pourra agir. Et après, au-delà de l'action, il pourra se poser et quelque part contempler ce qui s'est passé pour se remettre dans l'équilibre du chemin. Voilà. Et c'est aussi en lien avec le travail de Johanna Massy, qui est une éco-psychologue. On Mm. retrouve un petit peu dans son travail qui relie quelque chose qui ressemble à ces étapes. Donc c'est une sorte de synthèse symbolique et puis plutôt ludique en présentant ces pierres, où je propose un petit travail ou des petits rituels pour chaque niveau dans la nature. Oui, c'est ça. Et je vois dans ces 5 pierres, quand même, il y a deux choses importantes, celle de la base et celle de tout en haut. Et donc, à la base, c'est quand même, pour avoir une bonne stabilité, il faudrait quand même avoir une grosse pierre. Donc, ça veut dire avoir quand C'est même ça, une base solide de lien justement avec la nature. Donc, ça se traduit surtout par j'imagine, par l'enfance, par toutes les choses positives. Mais j'imagine qu'on peut aussi venir regrandir cette pierre même à l'âge adulte. En tout cas, c'est ça. j'espère, parce que Mm. sinon, Ouais. Ouais, c'est ça, l'intérêt de visualiser des pierres, c'est que on prend conscience que s'il y a une pierre trop petite, notre édifice, il se casse la figure, ou une Hmm. pierre trop grosse. Donc, c'est comment on trouve son équilibre et qu'on revient à la base, qu'on revient à la connexion. Et en tant que pédagogue, quand j'interviens près des animateurs, je leur dis attention, si vous allez dans une école, par exemple, parler des problèmes du réchauffement climatique, des pollutions et tout ça, quelle connexion, quel rapport au vivant à l'enfant. Si il a très peu cette relation, cette pierre noire va l'écrabouiller quelque part. Ouais. Et il va être angoissé. Donc, faites vivre avant tout, en première étape, des relations fortes, émotionnelles, où l'enfant va jouer dans la nature, apprendre des choses dans la nature, pour peut-être ensuite découvrir ses problèmes, mais pas trop tôt la pierre noire. Et après, si vous leur parlez des problèmes, laissez-les pas avec la pierre noire qui les écrabouille. Qu'est-ce que vous leur proposez comme dans la pierre jaune, comme chemin pour qu'ils trouvent leurs compétences, leur pouvoir d'agir, pour qu'ensuite ils puissent passer à l'action. Et souvent, c'est ça, voilà, il y a plein de problèmes, mais vous devez sauver la planète, et bien merci à vous, au revoir. Mhm. On Mhm. imagine dans quel état on laisse les personnes, quoi. Oui, c'est ça. Donc les inspirer, les aider à trouver leur pouvoir d'agir. Mais c'est intéressant parce qu'à l'heure actuelle, on parle de tellement de choses au niveau du changement climatique, au niveau environnemental. C'est tellement, parfois, C'est et quand génial. on se connecte aux informations, on est vraiment dans cette éco-anxiété. Et donc, de se rendre compte que bah, si on n'a pas justement cette pierre blanche et ce lien à la nature qui nous porte, et puis cette pierre jaune et toute la capacité d'agir et la mise en action, bah, on se sent juste écrasé par toutes ces nouvelles et on peut vraiment sombrer assez loin, hein. C'est ça, c'est ça. Et la pierre blanche, dans l'appui à la base, moi je mets trois cercles, hein. Je Mm. dis à la connexion à notre environnement, à la nature, mais c'est des mots qui ne me conviennent pas Oui, complètement. je Je préfère comprends. dire à notre territoire de vie, hein, Mm. un territoire et dans ce territoire, il y a des vivants, humains et non humains. C'est aussi la connexion à ces vivants-là. Et puis, c'est la connexion à soi. Donc, c'est ces trois types de relations qui doivent être équilibrées. Et là-dessus, on peut construire nos pierres. Voilà. Donc, c'est dans cette dynamique-là. Et c'est pas que la nature, c'est aussi la relation aux autres. Et c'est aussi la relation à soi, c'est comment tout ça, ça interagit. Parce que c'est pas, il n'y a pas vraiment de frontières Ouais, ouais. définies entre ces niveaux-là. Ouais, j'aimerais bien revenir sur ce concept-là, mais je voulais juste, avant ça, revenir sur la pierre translucide tout en haut, parce que je pense qu'elle a aussi une grande importance, puisque comme tu dis, dans notre société, on est plutôt dans l'action, dans la mise en Mm. place des choses, et que effectivement, dans tout ce qui est acteurs de l'environnement, acteurs sociaux, ben, il y a beaucoup de burn-out, de gens qui se brûlent parce ils Mm. s'épuisent, parce qu'on n'arrive pas à s'arrêter, on se sent tellement Ouais, c'est ça. responsable, on n'arrive pas à s'arrêter. Et d'avoir conscience, ben, avec cette prière translucide, de refaire cette introspection, de prendre soin de soi, de se reconnecter, de s'ancrer, je pense que c'est un lien avec ça. Peut-être un côté un peu spirituel aussi, de venir Oui. se reconnecter à ce qui est important, à nos croyances. Alors, ces pierres translucides, souvent, quand je présente le chemin des cinq pierres, plusieurs personnes me disent, ah, je comprends pas bien la pierre translucide.
Mm. Je leur dis, c'est normal, c'est évident. Dans, dans, dans notre système, alors, je dis, c'est la pierre du non-agir, en fait. Mm. C'est au-delà de l'action. Effectivement, tu as utilisé le mot spiritualité. Moi, quelquefois, je le dis à certains parce que ça résonne pour eux. C'est une dimension spirituelle dans ce non-agir. On est plutôt dans une forme de contemplation, on est présent, mais d'être présent là, au bon moment, au bon endroit, ça permet, quand il faut agir, d'être au maximum de ses potentiels. Ça veut dire ça aussi. Pour d'autres, je dirais, c'est une dimension plutôt poétique. Pour les personnes plus cartésiennes, où le mot spirituel, ça les gratouille. Euh, c'est une dimension poétique. Mm. C'est-à-dire que, il y a une contemplation et les choses coulent naturellement. Et on a conscience des problèmes. C'est pas de la naïveté, on a conscience des problèmes. Mais d'être vraiment dans la présence permet même d'agir sans agir. C'est-à-dire que on va pas augmenter les problèmes et on va être sur quelque chose de plus dans le flow, comme on dit, hein, quelque chose de plus tranquille. On appelle ça l'esprit tranquille. Ouais. Hein, c'est-à-dire que les choses viennent naturellement. Et c'est dans un espace où on a beaucoup de synchronicité, c'est-à-dire de choses qui arrivent au bon moment, sans effort. C'est pas évident d'y rester dans la pierre translucide parce que il y a Ouais. une dynamique et voilà. Et au bout d'un moment, dans cette pierre translucide, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment d'étape, qu'il n'y a pas de dualité, que toutes les pierres, en fait, n'en forment qu'une et qu'elles sont imbriquées. Voilà. Mm. On sort d'une dualité, je dirais, mais on trouve un équilibre intérieur, même si, à des moments, on retrouve l'ombre, la pierre noire et on se reprend des mauvaises nouvelles en pleine face. Donc, Ouais, c'est ça. on retrouve cet équilibre. Mais si on a cette force aussi de pouvoir agir depuis un lieu plus tranquille, où on donne de notre personne, mais pas au détriment de soi-même, je pense que Voilà. c'est une limite importante à apprendre pour pouvoir continuer à être efficace, parce que je pense que quand on se brûle, après, on peut plus Ouais. porter tout ça. Ouais. Ouais. Ça demande de l'introspection, se dire, faut connaître ses blessures. Parce que dans la Mm. pierre noire, c'est les problématiques autour de nous, mais les problématiques en nous. Et Mm. que il y a pas vraiment, elles résonnent l'une et l'autre. Donc, c'est se connaître, connaître ses émotions, les partager, puis sentir ses blessures, et puis découvrir derrière ses blessures toute sa force, toute sa puissance. Donc, c'est avoir vraiment conscience de ses capacités et de se dire, ben, si j'agis, c'est là où je suis, c'est sur mon territoire, je pourrais pas agir à l'autre bout de la planète. J'accepte cette impuissance-là. C'est beaucoup d'acceptation de choses comme ça, mais en même temps, je sens où j'en suis et ce que moi je peux faire, ce qui est unique pour moi. Voilà. Et donc, du coup, il y a une légitimité et, euh, et ça apaise beaucoup. Sinon, on court toujours après quelque chose sans jamais y arriver. Ouais, tout à fait. Et quand tu parlais donc, c'était dans la pierre blanche, tu as commencé à parler un peu de cette connexion au vivant. Je sais que tu parles de trois cercles de connexion au vivant. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Comme c'est un peu le thème de ce podcast, la connexion à la nature. Mhm. J'aimerais bien avoir ta vision justement de cette connexion. Mhm. Quand je parle des trois cercles, c'est-à-dire que euh, il y a ce cercle de notre territoire. Euh, c'est l'endroit où on est, où on peut, avec notre corps, marcher, se déplacer. C'est cet espace qui nous entoure, dans lequel on a grandi. Et dans ce territoire-là, il y a des vivants, des humains et des non-humains. Et nous, dans notre culture, on a bien séparé les humains et les non-humains. Mm. Et on a oublié que c'était un territoire partagé, hein, qu'on devait cohabiter. On a colonisé tous les territoires et les vivants, on les a repoussés aux limites ou on les a fait disparaître. Donc, c'est déjà prendre conscience qu'avec ces autres vivants, on doit cohabiter. Et puis, après, c'est prendre conscience dans ces cercles il y a soi aussi. Euh, et que on relie notre intériorité reliée à l'extériorité de ces êtres-là. Et c'est assez proche de la pensée animiste. Moi, je m'inspire beaucoup de cette pensée-là et je crée une sorte de métissage entre notre pensée naturaliste et animiste, où au bout d'un moment, c'est se dire chacun décide de la frontière qu'il met. Mm. Ma communauté, le cercle de ma communauté
est-ce que j'y mets les animaux ou pas? Est-ce que je mets que les humains? Et certains mettent les animaux, leur animal domestique, comme faisant partie de leur communauté, leur chien, leur chat, puis d'autres mettent les sauvages. Et dans certaines cultures, il y en a qui mettent aussi les végétaux dans la communauté des vivants. Et certains mettent même la montagne, la rivière, hein. Donc, on a chacun trois cercles comme ça et on a quelque part décidé des frontières qui faisaient qu'au-delà de ce qui était communauté, ce qui n'est pas dans notre communauté, on ne communique pas avec, c'est des objets. Et ce qui est communauté, c'est sujet. Hmm. Donc, c'est montrer aussi que cette limite, elle est imaginaire et qu'on peut aussi la déployer plus largement. Et j'adore, moi, quand j'emmène des groupes, parler de ce territoire et dire que ben, les vivants ici, c'est une communauté dont on fait partie, on est aussi des animaux et ben, on peut communiquer avec eux. C'est pas des objets, c'est des êtres vivants, c'est des sujets. Et donc, c'est des petits rituels pour être plus sur une humilité, pour leur demander l'autorisation d'être dans cette forêt, pour être dans l'observation, le pistage, et, euh, et même demander quelque part par ces rituels, euh, on remercie la forêt en sortant. Les enfants, ils adorent ça, hein, avec les enfants, les petits surtout, qu'on fait un cadeau à la forêt parce qu'on est venu la voir et on la remercie. Après, ils le refont à chaque fois. Hmm. Voilà, donc c'est élargir ces limites qu'on s'est créées intérieurement pour que la communauté soit beaucoup plus large. Et ce qui fait qu'on aura une pierre de connexion beaucoup plus puissante parce qu'elle aura beaucoup plus d'assises et d'ampleur. Ouais, on a tendance à oublier hein, que tout ça, ça fait partie de nous et qu'on en fait vraiment partie. Maintenant on s'est un peu extrait de tout ça en construisant des villes, des routes, on a domestiqué beaucoup la nature. On a tendance à oublier on Mm, vient de là et que nos ancêtres vivaient mm. au milieu, étaient vraiment interdépendants et qu'on en est toujours interdépendants, mais qu'on s'en rend pas compte en fait, hein, On parce l'a qu'on oublié. on s'est isolé quoi. Mm. Mm. Mais la nature, oui, on est la nature. C'est-à-dire qu'on a même inventé ce mot pour s'en séparer, hein. Mhm. La nature, il y a nous, il y a la nature. Donc nous, avec notre culture, et la nature qui est un truc à gérer, à domestiquer, à contrôler, à bétonner. Mais on est la nature. Et, c'est cette séparation qui crée toute cette problématique. C'est cette ontologie, comme on dit, ce rapport au monde qui devient problématique. Donc reconnecter au dehors, c'est dire qu'on fait partie de ce dehors et qu'on n'est pas si séparé que ça. Et que c'est rappeler ce message-là euh, et que si, de toute façon, on n'existe pas sans cette nature, comme on dit. Mm. Tout à Donc fait. moi, j'utilise plutôt le mot les vivants. Les Mm. vivants au sens large du terme, parce que j'y mets la forêt et la rivière dedans. Ouais. Donc on est un des vivants et on doit cohabiter. Et pour toi, comment on arrive justement à cette connexion? Comment on fait pour connecter les gens et comment on sait quand on est connecté ou en tout cas quand on est sur le chemin de la connexion? Mais déjà, moi, j'emmène les groupes dans la nature. Euh, c'est une histoire de posture. C'est comment je me positionne là-dessus. Je vais, je peux apporter des connaissances, mais la connaissance, c'est pas une finalité. Souvent, on dit on va apprendre le nom des oiseaux, des plantes. Si je balance tous les noms par cœur, on en oublie la moitié. C'est pas ça la connexion pour moi. C'est ça. Il faut connaître les noms des plantes, des oiseaux. C'est important, mais c'est la relation corporelle avant tout et du coup de cœur. Mais c'est d'aller dans cette forêt, c'est de se mettre en ressenti. Donc, je propose des exercices sensoriels, sensibles. On va se mettre à l'écoute, on va sentir, on va toucher. On sera en groupe, c'est aussi mettre les personnes seules. Parce dans un coin de nature, à pied, ou écrire des poèmes aussi, je trouve. Ressentir des émotions, sortir des mots, et avec ces mots, on fait de la poésie. Des choses comme ça. Donc, c'est toutes ces activités sensibles, avec ces petits rituels aussi, avec des histoires, des contes, qui amènent à cette dimension où on va faire émerger l'émotion et, et utiliser nos sens. Si on va mettre un petit peu l'intellect de côté, cet intellect qui décortique qui met en boîte, qui sépare, pour parler plutôt visualiser les relations.
Mm. C'est une sorte de toile invisible, tout ce qui est dans la nature. Et que nous, on fait partie de cette toile. Donc voilà, c'est des créations artistiques. On va faire des sortes de petits capteurs de rêve avec des éléments naturels et on va raconter une histoire ou des sortes de mandalas au sol avec des feuilles de la nature et tout et dans un respect des éléments qu'on va utiliser. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça peut être aussi avec les petits des jeux où on mime un animal, par exemple, pour essayer de le comprendre aussi. Voilà, il y a toute une palette de possibles et c'est ça qui va amener la connaissance. Et du coup, les enfants vont apprendre les noms des oiseaux, des plantes par cette relation. C'est la relation qui va amener à avoir envie de connaître. Donc, je mets en priorité créer une relation physique et affective. Mm. Et après, l'intellect viendra se poser là-dessus. Non l'inverse, comme on fait souvent. Oui, c'est ça, on a généralement une approche plutôt intellectuelle, hein. On voit guide nature, on va dans la forêt, on nous dit ce que c'est. Mais voilà, on acquiert des connaissances, mais pas Mm, forcément le lien avec la plante ou l'animal dont on parle. mm. Enfin, ça vient en Et lien avec ce qu'on disait avec Jean-Claude Catry, voilà, que le côté éducationnel n'apporte pas forcément la connexion, mais que la connexion apporte justement cette ouais, connaissance. Ouais. c'est du relationnel, c'est une éducation relationnelle. Hmm. Si on parle, je donne l'exemple souvent, je dis les enfants, si on leur demande les plantes qu'ils connaissent, ils vont dire une ortie, par exemple. Pourquoi ils connaissent l'ortie? Parce qu'ils sont piqués à l'ortie. Pourquoi ils connaissent le pissenlit? Parce que le pissenlit, quand il est en graines, ils ont soufflé dessus. Et les graines se sont envolées, ou ils ont fait une flûte avec la tige. C'est qu'ils ont une relation avec. Et du coup, ils vont apprendre et se souvenir du nom. Ça n'a aucun intérêt de donner des noms de fleurs juste pour les mémoriser et montrer qu'on les connaît. C'est Ouais. parce qu'on a une relation. Donc, c'est créer cette relation. Donc, faire un instrument de musique, un tour de magie, manger, sentir, fabriquer un jouet, observer avec une histoire. Et là, ça crée la relation. Et le nom, on va le retenir. En tout cas, les enfants me diront, mais c'est quoi cette plante avec laquelle on a joué? Et donc, ils demandent l'information. Là, je leur donne. Et elles se mémorisent. Mais juste donner les noms pour montrer qu'on les connaît, bon, ça sert pas à grand-chose. Non, c'est ça, parce que non seulement ils vont pas retenir, et puis non seulement ça ne crée pas la connexion, qui ne crée pas en fait l'envie justement dont on parlait Ouais. plus tôt de protéger la nature et de se rendre compte à quel point on a besoin d'elle et voilà, que c'est beau et qu'on a envie de la protéger. Hmm. Ouais. C'est ça, alors, je parle des enfants et dans leur processus de connexion. Après, d'apprendre tous les noms, tout ça, quand on travaille, si on a un métier écologique, on doit recenser, protéger, Mm. etc., Mm. il y a un intérêt professionnel, on va dire. Ouais. Mais souvent, on transfère son intérêt professionnel à des tout petits. Et eux, c'est la relation, avant tout. Ouais. Ouais, tout à fait. Ah, super. Merci beaucoup pour tout ça. J'aimerais bien terminer par un dernier sujet qui m'intéressait. Tu parles des différentes postures pédagogiques. Parce que je pense il y a plein de noms voilà, pour désigner les gens qui travaillent en nature avec des groupes, mais Mm. qu'en fait, chaque nom euh, porte quelque chose de différent dans la façon d'aborder le groupe, dans la façon justement, comme on disait maintenant, de lier les gens à la nature. Voilà, il y a le mot de guide, animateur, mentor. Est-ce que tu peux un petit peu voilà, expliquer Mm. ces différents termes et puis peut-être nous expliquer ce que tu penses. Voilà, est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Est-ce qu'on peut les faire tous en même temps? Est-ce que voilà, qu'est-ce qui... Mm. Ah, sur les postures, moi je parle de postures pédagogiques quand on anime, quand on a un groupe. Et je m'appuie sur ce que j'appelle la roue des animaux, c'est-à-dire on a nos cinq pierres avec nos trois cercles, mais en même temps, nous, on a ces quatre directions où symboliquement, on a quatre rapports au monde. Et ces quatre rapports au monde, chacun de ces rapports au monde nous amène à une posture pédagogique quelque part. Euh, je raconte de façon ludique en mettant les animaux que j'emprunte à la roue de médecine amérindienne. Euh, il y a le côté bison. Le bison, c'est l'intellect, c'est la tête, c'est la connaissance. Ça, c'est une posture. On peut apporter de la connaissance, c'est-à-dire apprendre des choses. Et ça, c'est une posture d'expert. C'est j'ai l'expertise. Je sais quelque chose et je le transmets au groupe.
c'est la posture la plus commune en éducation, à l'école. C'est j'ai un truc dans la tête, je le mets dans ta tête. Donc, il y a cette posture d'expertise qu'on peut avoir. On transmet quelque chose. Après, il y a la dimension plus de corps qui est l'ours, c'est le rapport au corps. Et là, pour moi, c'est une posture d'animateur. Je mets en mouvement, j'anime. C'est-à-dire que je suis avec un groupe, je me pose la question là de comment je les mets en mouvement. C'est des jeux, c'est des activités. C'est plutôt l'animateur, on va dire, de centre de loisirs, de colonie de vacances, ou l'animateur qui fait faire. Hein. C'est comment on met en dynamique le corps. Donc, c'est animateur pour moi. Ça, bon, les quatre propositions que je fais, c'est, c'est simplifié, hein, mais il y a l'expert Mm. qui sait, qui transmet, c'est des savoirs. Les savoir-faire, l'ours, ben, c'est il met en mouvement, il faut faire des jeux. Il y a le loup. Le loup, c'est les émotions, c'est nos sentiments, c'est notre cœur. Et là, je vais parler d'accompagnateur, c'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est des savoir-être, c'est le bien-être du groupe. C'est que les relations soient apaisées. Donc là, j'accompagne. Je transmets pas des savoirs, je ne mets pas en mouvement, mais j'aide des personnes, je les accompagne dans leur travail, dans leur action, dans ce qu'ils veulent faire. Je suis à côté. Et puis la quatrième dimension, qu'est l'aigle, c'est la dimension, l'intuition, l'imaginaire, la spiritualité, le sens qu'on donne aux choses. C'est quatrième direction. J'ai parlé de mentor parce que là, c'est du savoir-être, mais plus personnalisé dans aider la personne à trouver ses capacités, ses talents, son pouvoir d'agir, l'aider à grandir. Mm. Donc là, j'appellerais ça la dimension de mentor. C'est plus individualisé. On le trouve dans le coaching aussi, par exemple. C'est pour ça qu'on l'a peu en éducation de l'environnement, parce que c'est individualisé, qu'on a l'habitude plutôt de travailler le groupe. Donc l'expert qui transmet des savoirs, l'animateur qui est sur des savoir-faire, qui met en mouvement, qui dynamise, l'accompagnateur qui facilite les relations, qui fait ce travail relationnel, et le mentor qui aide la personne à grandir. Donc voilà les quatre grandes dimensions que j'imagine. Il y a des intermédiaires, des fois on est dans une posture qui est entre deux. Et pour moi, ce qui est important, il n'y en a pas une qui est meilleure que les autres, mais c'est de prendre conscience dans quelle posture on est. Là, je Mm. transmets un savoir. C'est de l'intellect. Là, j'accompagne. OK. Je m'en rends compte, je prends du recul et je vois ça. Et on peut tresser ces différentes postures et passer de l'une à l'autre aussi. Et ça dépend des objectifs et des intentions qu'on a. Et quelquefois, je vois les personnes dans le travail d'accompagnement que je fais en formation, j'aide des personnes à pas se tromper de posture en fonction de ses intentions. Mm. Voilà. Donc, voilà, on peut avoir des choses intermédiaires, hein. Chacun donnera les noms qu'il veut aux postures. Il n'y a pas une vérité. Moi, je donne ces quatre dimensions pour euh, éclairer, pouvoir analyser son propre travail. Oui, c'est ça, se rendre compte dans quelle posture on se trouve le plus souvent et que peut-être ce serait intéressant de pouvoir combiner parce que par moment, bah voilà, par exemple, en connexion profonde à la nature, on est dans le mentorat et donc on va mentorer les gens. Et effectivement, quand c'est un gros groupe, c'est pas toujours évident de pouvoir. C'est plutôt dans un moment peut-être personnel où on va être dans cette posture de mentor, où on va questionner la personne, l'amener à réfléchir, à aller plus loin dans son Mm. développement sans lui donner vraiment de réponse. Et puis de l'autre côté, bah, peut-être qu'à un moment, bah, là, on sent que le groupe a besoin d'une réponse et qu'on va se mettre dans cette dimension d'expert où on va donner peut-être d'une façon ou d'une autre. Ça peut être de façon un peu détournée de donner cette réponse et puis d'autres moments où on va lancer un grand jeu et qu'on va être plus dans l'animation, Voilà. la Mm. motivation et que c'est important de savoir ce qu'on est en train de faire effectivement pour ne pas être tout le temps que dans l'expert qui donne juste des infos ou que dans l'animation et qu'on ne donne pas d'informations justement de l'autre côté, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Puis dans le mentor, euh, il peut aussi se dire quand j'apporte une expertise, je vais trouver une façon de faire ou je vais aider la personne à se questionner. Donc, Mm. celui qui est dans la posture du mentor, il va tourner sur les autres postures, mais avec sa façon de mentor aussi. Oui, Hein. c'est ça. De façon un peu Et détournée, quoi. voilà. Et de temps en temps, il va animer, il va proposer un jeu, on va se transformer en animal, on se retrouve à quatre pattes dans la forêt.
c'est ça. Voilà, là, c'est la posture d'animateur, mais avec une dynamique de faire passer certains messages qui donnent du sens, parce que c'est une vision de mentor. Voilà. C'est ça. Et tandis qu'il y en a d'autres qui seront vraiment ancrés dans l'animateur, c'est bouger, c'est pas vraiment donner du sens, c'est mettre en mouvement, c'est faire jouer les enfants. Donc, et ça dépend de chacun, parce que quelque part, ces quatre directions, ces quatre animaux, on a personnellement un animal majeur. Mm. Certains ont plus de bisons que de loups ou plus de d'ours que d'aigles, et ça va conditionner notre posture. Et c'est ça que je raconte aux personnes que je vais former, et, et je leur fais des petits tests pour les aider à identifier quel est leur animal majeur, pour qu'ils se rendent compte que quand ils, ils sont avec des enfants, ils auront plutôt une posture qu'une autre qui leur appartient, donc ils en aient conscience. Je propose sur ma chaîne des petits tests pour identifier ce qu'on est plutôt loup ou ours. On est toujours les quatre. On Mhm. est ces quatre dimensions. On a un cœur, un corps, un esprit et un mental. On les a toujours. Mais il y en a un qu'on met en avant. Et notre rapport au monde, il n'est pas le même suivant l'animal qu'on implique le plus. C'est comme être droitier ou gaucher. Les deux mains sont importantes, mais on a grandi en utilisant plus une main ou l'autre quand on a un premier rapport à quelque chose, quoi. Oui, c'est ça. Ça nous permet de savoir qui on est, comment on agit et peut-être comment se changer d'une certaine mesure pour Mm. arriver plus à quelque chose qu'on aurait peut-être envie. Mm. Puis aller voir l'animal qu'on oublie un peu, aller voir la Mhm. dimension qu'on explore peu. Parce que Ouais. quand on est avec des enfants dans la nature, ben, on a les quatre dimensions. On a, on, on a toute une ménagerie, hein. On a des petits bisons, on a des petits loups, des petits ours, des petits aigles. Oui, c'est Sinon, on ça. n'est que bison avec la connaissance, on va transmettre de la connaissance, on est un expert. Ça va nourrir les enfants qui sont dans le mental, qui ont besoin de connaissances. C'est ça. Mais ceux qui sont dans le corps, dans le cœur ou dans l'esprit, eux, ça va pas les nourrir, ils vont être en attente. Donc, Ouais. comment on est capable de jouer cette diversité-là et de se dire attention de pas impliquer que ce qui me concerne moi. Il y a une diversité d'individus. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est important. Sinon, on risque de perdre une partie du groupe. Ah ben on le voit, hein, si on est un expert, on dit tout le temps à l'enfant, descends de cet arbre, arrête de grimper. Ça, c'est les petits ours. Ils ont besoin d'exprimer leur rapport au monde avec leur corps. Et on Mhm. n'arrête pas, pose ce bout de bois, arrête de gratter la terre. Il faut vite se dire, on va peut-être faire une animation où là, le corps va s'impliquer. Ouais. Et puis ceux qui sont esprits, ben, ils rêvent. Eux, c'est moins grave parce qu'ils nous écoutent pas. Ils regardent dans l'air, ils pensent à autre chose. Et tu m'écoutes et t'es dans la lune? Ben oui, c'est les rêveurs. Peut-être qu'il faut leur apporter de l'imaginaire, Ouais. du conte, de l'histoire, du sens. Voilà. Et puis ceux qui sont plutôt loups, si on est expert, ben eux ils veulent de la relation. Ben non, arrête de causer avec ton voisin. Ah, voilà. Et eux, ils veulent partager. Mhm. Donc faut dire, ah, faut peut-être qu'à un moment, dans ce que je fais, il y ait du partage, il y ait de la relation, mais avec les vivants aussi, hein. Arrête de regarder cette fourmi. Voilà. On veut qu'ils nous regardent, qu'ils écoutent ce qu'on leur dit si on est un expert. Mais il y a ce même problème, quel que soit l'animal qu'on investit. Ouais. Voilà. Et les enfants, ils ont les quatre dimensions. Suivant les âges, il y a un animal qui prend plus d'ampleur. On est d'accord, hein. Mais dans le développement de l'individu, on le voit bien. Mais après, quand adulte, c'est le mental le plus important. C'est l'animal, le bison qu'on investit le plus. Donc, on impose aux enfants cette posture d'adulte. Et ça, c'est vraiment dommage, quoi. Donc, c'est comment on retrouve aussi notre enfant intérieur. Parce qu'il y a des Mhm. postures pour aller réinvestir son enfant intérieur. Ouais, tout à fait. C'est pas toujours évident en tant qu'adulte de retourner jouer dans la forêt, de se remettre, comme tu dis, en position d'un animal et de jouer. Ça prend du temps parfois de Mm. lâcher tout ce qu'on nous a appris, Non. en fait, et que on nous a Ah, mais un peu enlevé aussi. j'ai plaisir quand je vois des adultes à quatre pattes dans la forêt en train de faire le sanglier. Je me dis, ça y est, il y a quelque C'est chose bon. qui se passe. Oui, c'est ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport, oui, aussi à la vision de comment, enfin, qui sont les enfants qu'on a autour de nous et comment on peut les nourrir chacun et comment on peut Mm. nourrir chaque part d'eux pendant une animation, d'avoir ça en tête en fait, parce que effectivement, toutes les personnes qui travaillent avec des enfants peuvent se relier à ce que tu viens de dire, hein, celui qui gratte la terre, celui qui parle à son Ouais, on le voit bien, voisin on ou le qui est voit dans la bien. lune. Voilà, on a tous et toutes déjà expérimenté et donc de pouvoir se dire, ah, ok, et de pouvoir en tirer quelque chose, de pas juste se dire, bah, cet enfant, il écoute rien du tout, mais en fait, non, il a un autre besoin et C'est je peux ça. aller le nourrir autrement et il va sortir de ces 2, 3 heures d'activité avec quelque chose et pas, j'aurais pas parlé pour rien.
Donc, Mm. j'aurais pas fait mon activité pour Ah, rien, les quoi. adultes aussi, hein, ils sont Oui. comme les enfants, sauf qu'ils se retiennent un peu plus, puis ils ont mis un masque. Hmm. Ils ont mis un masque d'un autre animal qui n'est pas le leur, des fois. Ils arrivent plus à se contrôler. Mais si on va au-delà de ce masque, comme les enfants, ils se lâcheront sur avec leurs propres compétences. Oui, tout à fait. Hmm. Super. J'aimerais bien terminer cette interview avec un petit moment que tu pourrais peut-être nous partager sur un moment où tu as vécu en nature, toi tout seul ou avec un groupe, quelque chose que ça peut être de ton enfance ou de l'âge adulte, un moment un peu spécial que tu auras envie de partager avec nous. Un moment que j'ai eu, euh, ouais, ben, j'en ai peut-être un parce que j'ai raconté il n'y a pas longtemps, parce on m'avait questionné sur comment j'en suis venu à ça et mon rapport au vivant. Et j'ai un rapport enfant, un moment fort que j'ai eu qui a été, ouais, je sais pas quel âge j'avais peut-être ouais, 7-8 ans. J'étais avec mon lance-pierre, je voulais dégommer les oiseaux, comme tous mes copains. Et je tournais autour de la maison, je me cachais, j'essayais, j'y arrivais pas. Sauf une fois, je me suis retrouvé appuyé contre un arbre, c'était un bouleau, je me souviens très bien. Il y a une petite mésange bleue qui se pose juste sur une branche au-dessus de ma tête, à 2 mètres. J'étais là tout content, j'étais avec mon lance-pierre, je me mets comme ça, je tends le lance-pierre et paf, en plein dans la mésange, qui Oh. tombe. Ah. La première émotion, c'était ouais, je l'ai eu. Mais au moment où elle tombait comme ça devant moi, j'étais là, oh zut, je l'ai eu. J'ai ouvert la main et elle est tombée dans ma main. Ah. Elle s'est redressée, et j'avais juste un peu assommé, quoi. Elle s'est redressée, elle s'est mise face à moi et elle a chanté. Oh. À l'époque, je ne savais pas traduire le langage des oiseaux, mais je pense qu'elle m'a bien insulté. Et je me suis senti tout con, mais vraiment complètement effondré, quoi. Ah, Ouais. merde, je l'ai eu, alors que ça faisait des jours et des jours que j'étais avec mon lance-pierre, je voulais avoir un oiseau. Mais là, elle était tombée dans ma main. Elle m'a regardé, elle a chanté un coup, elle s'est envolée. J'ai posé le lance-pierre, je ne l'ai plus jamais retouché. Et là, il s'est passé quelque chose de puissant dans le rapport aux oiseaux. Alors, je ne sais pas si c'est depuis ce jour-là que j'ai beaucoup soigné des oiseaux pendant des dizaines d'années. Je fais du soin d'animaux, j'ai toujours des oiseaux blessés que je réparais. Mais c'est un événement qui a changé quelque chose dans ma vie aussi, quoi. Donc, a révélé quelque chose. Et quoi, il était physique, quoi. Ouais. J'ai eu contact avec cet oiseau et j'ai eu une grande leçon à ce moment-là. Voilà un exemple, hein, si tu voulais, sur cette relation-là qui a fait peut-être une bifurcation. Ah, Oui, c'est ça. il y en a eu d'autres, hein, mais celui-là en particulier, il est bien resté dans ma mémoire. Oui, oui, c'est ça. Entre ce qu'on imagine et ce qui est réel, hein. On imagine. Bah, moi, je vois bien mon petit garçon, il a 5 ans, il est plutôt comme ça aussi. Il a envie de prendre un arc à flèche et de tirer sur les animaux, mais ça reste beaucoup de l'imaginaire. Et je pense qu'effectivement, si un jour ça devait arriver, mais il y a quelque chose où on se rend compte de la fragilité de la vie, de la beauté aussi des choses Mm. quand on leur fait du mal. Mm. Puis je me Parfois, dis, faut peut-être pas non plus empêcher cette expérience-là, justement. ouais, Parce que nous, sensibles au vivant, on pourrait dire aux enfants, posez le lance-pierre, voilà, faites plus rien. Mais moi, par cette expérience, j'ai compris des choses. Donc, voilà, il y a aussi cette leçon-là, quoi. Un enfant qui saute sur une limace, il éclate la limace, on pourrait le discuter et tout. Ouais, je lui montre que c'est quelque chose de vivant qui vient de tuer, que c'est une expérience. Il faut faire prendre conscience de la chose, mais il a besoin de vivre des choses aussi, au détriment de la limace, bien sûr. ouais, c'est ça. Mais voilà, quelle est notre posture aussi par rapport à ça, quoi. Ouais, parfois, c'est dans l'expérience qu'on comprend. On peut pas, enfin, surtout le rapport à la vie, à la mort pour les enfants, C'est ça. c'est très abstrait. Mm, Donc, c'est parfois dans l'expérience qu'ils se rendent compte, tiens, en fait, ça bouge plus une fois que c'est mm. mort et ça chante plus et elle a l'air blessée, elle a l'air de m'en vouloir. Donc, donc, Voilà. faut aussi participer à cette mise en expérience, quoi. Ouais, ce qui n'est pas Et toujours c'est ça, évident, effectivement. mm. Et c'est Ouais. ça qui ancre et où c'est qu'on met la limite, quoi. Hmm. Ouais, tout à fait. Merci pour ce partage et merci pour toute cette discussion. On Ben, c'est va, un plaisir. on va devoir s'arrêter là. On aurait pu parler encore de milliers de choses. Je pense que tu as beaucoup de choses à partager. Mais voilà, il a fallu faire
des choix sur tout ça. Hervé, on peut te retrouver donc sur ta chaîne YouTube Le Chemin des Cinq Pierres. On Ouais. peut retrouver aussi tes formations quelque part. Ouais, ouais, ben, j'ai fait une petite vidéo euh, sur, euh, sur ce que je fais comme activité en allant sur la chaîne où je mets l'agenda. D'accord, J'ai mis un agenda en descriptif de la chaîne. C'est une chaîne où je présente en gros ce que je fais comme travail. Et je mets les dates des formations où c'est ouvert à tout le monde. Comme je me balade pas mal, donc faut aller voir cette vidéo, faut aller fouiller, faut la trouver. d'accord. Ben, j'essaierai de la trouver, de pouvoir la mettre en description, comme ça les gens pourront Voilà. Et directement puis te j'essaie retrouver. de mettre une vidéo par semaine de trucs et astuces de nature. Et là, je me dis, je vais peut-être passer aussi à rituel de nature. Peut-être Ah, faire une petite vidéo de 2-3 minutes à chaque fois d'un petit rituel de nature. ouais, Là, j'étais avant ce truc et astuce et passer sur ces petits rituels. Voilà, c'est le truc qui me trotte dans la tête pour le moment. ouais, super. En tout cas, la créativité, t'en as pas mal, hein. Oui, 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 oui. Je suis connu pour ça. Ça- plein de Ça choses en fuse. projet. Des fois, faut un peu Ouais, canaliser les choses. ouais, tout à fait. Bah, super, je partagerai tout ça pour qu'on puisse te retrouver. Et un grand merci pour ce moment de partage. Eh ben, c'est moi qui te remercie. Au revoir, Hervé. Ciao. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à ajouter un j'aime sous la vidéo, à laisser votre avis, à la partager autour de vous et à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Vous pouvez aussi visiter le site de Graines de Sauvage pour vous inscrire à la newsletter et être tenu informé des activités. Allez faire un tour sur Instagram pour d'autres contenus sur la connexion et la nature. Merci et à bientôt!